Les amis, encore une histoire de zinzin que je vais vous raconter. Figurez-vous que dans les années 40, il y a des gens qui se sont fait injecter, je dis bien injecter, de l'uranium en intraveineuse. Non mais je vous le dis, chez Tony, on découvre des choses incroyables à chaque fois, c'est le bonheur. Non, plus sérieusement, cette histoire, elle est complètement délirante. Avec mon équipe, on a trouvé ça. Et évidemment, je devais partager avec vous cette découverte complètement saugrenue. On est en 1947 et en fait, il y a des médecins qui ont injecté, comme je vous l'ai dit, de l'uranium à 6 patients. Et tout ça dans le but de déterminer la dose minimale qui va provoquer des lésions rénales qui sont détectables. En fait, il s'agissait d'un protocole expérimental qui était destiné à provoquer une réaction nocive chez les sujets. Tout ça pour dire que ça a été fait pour détruire volontairement un corps humain et voir jusqu'où ça le détruit. Les scientifiques de l'époque, ils ont dit que ces expériences ont contribué à faire avancer le domaine de la physique nucléaire et que ça a permis de fournir des indications hyper importantes quant à la nocivité de l'uranium injecté chez les gens. Ou pas injecté, hein, de l'uranium tout court, sur l'homme. Donc vous voyez, c'est des expériences absolument atroces qui permettent quand même de faire un petit peu avancer la sécurité. C'est un peu comme les accidents d'avion, hein. Vous savez que quand il y a un avion qui s'éclate, si on veut absolument le récupérer, c'est pas pour faire plaisir aux familles, hein, bon, un petit peu, mais c'est surtout pour comprendre ce qui s'est passé et éviter que ça réarrive. Donc augmenter la sécurité. Néanmoins, il y a des questions qui ont été soulevées quant à l'efficacité de l'expérimentation humaine pendant cette période. Les sujets qui avaient été choisis, ils étaient variés et souvent le suivi de la recherche n'était pas du tout approfondi. Les mecs faisaient ça littéralement à la schlag, c'est-à-dire qu'ils injectaient de l'uranium à des gens et ils regardaient un petit peu si le mec brillait la nuit en gros. Également, les échantillons, ils ont été contaminés ou détruits lors du transport à plusieurs reprises. Mais il y a également d'autres problèmes qui vont être soulevés. Tout ça pour dire que ces expérimentations qui ont été faites étaient vraiment faites à l'arrache. Est-ce qu'elles avaient vraiment lieu d'être? Évidemment non, on n'injecte pas de l'uranium à des gens et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. Bon, faut savoir que dès le début, ces expériences ont été gardées ultra secrètes. Par leur nature controversée et plutôt dérangeante, elles suscitaient évidemment des débats, voire des différences parmi les scientifiques du projet Manhattan. Évidemment, tout le monde n'était pas d'accord pour injecter du plutonium dans la carotide de pauvres gens. Parce qu'il y avait un gros problème à cette expérience, évidemment. Les cobayes, on peut dire, qui allaient être utilisés pour injecter de l'uranium, eh bien, ils ne devaient pas le savoir. C'est-à-dire qu'ils prenaient des gens random, on leur injectait des trucs de l'uranium et on leur disait pas. Donc en termes d'éthique, on est moyen. On est en mai 1945 et il y a le peintre californien Albert Steven qui est âgé de 58 ans, qui se présente à l'hôpital de l'Université de Californie, qui se situe à San Francisco, et il arrive pour des douleurs au ventre, des douleurs très fortes. Et donc il va passer une batterie de tests, les médecins vont l'analyser et on lui trouve un cancer de l'estomac fulgurant, on lui donne 6 mois à vivre. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Albert, en fait, il va être placé pour ce projet Manhattan. C'est-à-dire qu'il coche toutes les cases du patient idéal, du patient sur lequel on peut essayer des choses, faire des expériences. C'est-à-dire qu'il va mourir dans pas longtemps, il a plus rien à perdre. Voilà, on va essayer des choses sur lui. C'est horrible, hein, mais c'est comme ça. Il sera désigné sous le nom de code patient Call One, en tant que premier patient californien à recevoir une injection de plutonium. Petit rappel de physique rapide, le plutonium-238, c'est un isotope 276 fois plus radioactif que le plutonium-239. Il est préparé par les médecins du groupe de recherche de Joseph Hamilton à Berkeley. Lorsque l'injection est prête, Albert, il reçoit sa dose, considérée comme hyper cancérigène. Je rappelle qu'au même titre que les autres cobayes, il a jamais donné son consentement, c'est-à-dire qu'il reçoit une dose de plutonium-238, il en sait rien. Alors au début, je parlais d'uranium, mais en fait, c'est du plutonium-238 qu'on a. Donc là, on lui met ça dans les veines, bizarrement, la seringue brille, il se doute de rien, mais ça chauffe un peu, c'est bizarre. Albert, il se dit, il y a un truc bizarre, moi j'ai pas signé pour ça. Et quelques jours plus tard, il va subir une opération chirurgicale pour que, soi-disant, les médecins lui retirent sa tumeur gastrique, ou du moins une partie. Une biopsie réalisée peu de temps après a révélé que le cancer initialement diagnostiqué était en réalité bénin. Albert avait seulement un ulcère et une inflammation chronique de l'estomac et les médecins ont cru que c'était un cancer. Alors que non. Et malgré cette découverte, le fait qu'Albert n'avait pas en fait de cancer et que sa vie n'était pas finie, eh bien les médecins n'ont pas révélé à Albert qu'il était en parfaite santé et ont continué à lui mentir et à se servir de lui. Contre toute attente et malgré la forte exposition aux radiations, l'injection de plutonium n'a pas eu d'effet sur Albert. Et en réalité, il a même mené une vie totalement normale, ce qui est complètement incroyable. Personne au monde, à part Albert, ne peut se prendre une dose d'uranium et avoir absolument aucun symptôme. Il y a que Weber qui a réussi. Afin de pouvoir continuer à surveiller les niveaux de radiation dans le corps d'Albert des années après, alors que Albert s'est barré, eh bien les médecins ont décidé de le payer $50 par mois pour rester dans la région et continuer à fournir des échantillons de sel et d'urine. Alors à noter que $50 là, on se dit c'est que dalle, mais à l'époque c'était beaucoup, hein, en 45. Je vais vous dire la conversion avec le taux, je sais plus comment on appelle ça. $50 en 1947, ça vaut aujourd'hui $700.
$. Ça équivaut à 700 $. C'est comme si on vous donnait 700 $ pour rester dans une région. Je pense qu'il y en a pas mal qui le feraient. Hein. Ça te paye ton loyer, déjà c'est pas mal. Et comme Albert avait des soucis financiers, il va accepter cette offre sans vraiment se questionner sur pourquoi son corps intéressait autant la science. Lors de la chirurgie prévue pour retirer son soi-disant cancer, des échantillons de plusieurs parties de son corps et de ses organes avaient été en réalité prélevés, mais ne sont bizarrement jamais arrivés au laboratoire de pathologistes. Contrairement à ce qu'avaient affirmé les scientifiques, hein, bon. Là, bizarre. En réalité, c'est le groupe de recherche Berkeley qui les avait reçus. Vous savez, le groupe qui développait le plutonium 238. Un de leurs rapports classifiés s'intitule « Une comparaison du métabolisme du plutonium chez l'homme et le rat ». Voilà, tout va bien. Et il s'avère que le jour de l'injection d'Albert, 5 rats ont également reçu le même cocktail de plutonium. Ce rapport est donc la première preuve qu'Albert était réellement un cobaye. On sort pas cette histoire d'un chapeau, hein, elle a bien existé. Il y a une description des parties du corps retirées d'Albert qui figure dans le rapport. Et justement, ça dit à peu près ça. 4 jours après l'administration du plutonium, des échantillons de côte, de sang, de rate, de tumeurs et de tissus sous-cutanés ont été obtenus du patient. Alors attention, quand ils disent tumeur, une tumeur c'est pas forcément un cancer, hein, c'est qu'il avait peut-être des polypes ou des choses comme ça. Le fait qu'Albert n'ait jamais eu de cancer, que ça ne lui ait jamais été révélé, ni à lui ni à sa famille, est extrêmement grave. En revanche, vous avez sa sœur qui était infirmière, qui trouvait très étrange qu'on réclame à son frère des échantillons réguliers pour les analyser sur plusieurs décennies. Elle avait capté qu'il y avait un truc chelou, quoi, tu vois. Nous, on met 100 ans pour avoir un rendez-vous chez le médecin, lui, les médecins venaient à lui. Tu vois, c'est bizarre quand même. Et sa sœur se méfiait énormément de l'équipe médicale qui venait le voir assez souvent. Mais malgré ça, elle non plus n'a jamais su le fin mot de l'histoire. Plus grave encore, il s'avère que de nombreux patients ont été diagnostiqués à tort comme étant en phase terminale, comme Albert, afin de pouvoir procéder à des injections de plutonium dans ces gens. C'est horrible, hein. Alors qu'ils étaient en parfaite santé, hein. Ils allaient extrêmement bien. Bon là, on peut se demander est-ce que c'était volontaire ou c'était vraiment des erreurs médicales. Ça, on sait pas. Ça paraît quand même suspect. Bien qu'Albert ait été celui qui a subi la plus forte exposition au plutonium, il n'était ni le premier ni le dernier cobaye à être étudié. 18 personnes âgées de 4 à 69 ans ont été injectées avec du plutonium. Leur survie après l'injection variait de 6 jours à 44 ans. Dans les 2 années suivant l'injection, 8 des 18 sujets sont décédés. Tous sont morts de leur maladie en phase terminale préexistante ou de complications cardiaques. Et bizarrement, aucun n'est décédé à cause du plutonium en lui-même. Enfin, on pense. Donc dans les cobayes, il y avait quand même des personnes qui étaient en phase terminale de maladie, faut le savoir. Mais il y en avait qui allaient très bien. Donc c'est pour ça on sait pas trop si ça a été fait exprès ou pas, mais voilà. À noter que eux non plus ne savaient pas qu'on leur injectait du plutonium, voilà, c'est important de le savoir. Lorsque les expériences secrètes d'injection de plutonium chez des gens ont finalement été révélées, les familles survivantes des 16 des 18 patients touchés ont reçu des compensations financières en échange de non-poursuite. Une enquête menée par l'Université de Californie à San Francisco a suggéré que certains des plaignants n'avaient pas participé à l'expérience sur le plutonium, mais qu'ils étaient soi-disant dans des groupes en fait où on faisait des essais cliniques pour des nouveaux produits contre le cancer. Voilà. Ils ont essayé un petit peu de feinter en mode non, on leur injectait pas du plutonium sans qu'ils sachent. C'était des essais cliniques tout à fait conventionnels, il n'y a pas de souci les gars. Dans les cas où l'absence de consentement était évident, comme par exemple celui d'Albert, eh bien le comité a conclu qu'il n'y avait aucune preuve que l'expérience avait été conçue avec de mauvaises intentions. Bon, là, ils essayaient de mettre une énorme disquette aux gens. C'est-à-dire qu'on t'injecte du plutonium sans te le dire, et après on te dit non, il n'y a pas de mauvaises intentions. Faire des essais où on sait pas ce que ça fait, c'est quand même une mauvaise intention, on va pas se mentir. Sans que la personne le sache en plus, le pire. Cependant, les familles ont une opinion différente et remettent en cause l'éthique et la morale de ces médecins. Albert, il va finalement décéder d'une insuffisance cardio-respiratoire 21 ans après l'injection, à l'âge de 79 ans. Quant au médecin en charge du projet Dr Hamilton, il est décédé à 49 ans d'une leucémie due à l'exposition au plutonium qu'il manipulait pour injecter chez les gens. C'est quand même assez ironique, on va pas se mentir. L'arroseur arrosé, le plutonneur plutonné. Non. Vous avez également l'histoire abominable de Elmer Allen, qui est un jeune afro-américain qui a littéralement été un cobaye vivant. On est encore en 1947 et il va subir un accident de travail. Il est porteur dans une gare, porte les bagages, il va se faire mal à la jambe, il va se péter une jambe. À ce moment-là, il va être examiné par des médecins de l'Université de Californie à San Francisco. Vous savez, cette fameuse université, du moins les médecins qui étaient dedans, qui injectaient du plutonium un petit peu à tout le monde. Eh bien, c'est eux qui vont aller examiner ce jeune garçon. Et bizarrement, on va lui dire qu'il a un cancer de la moelle osseuse dans la jambe gauche. Sa fille, bien plus tard, va retrouver des documents qui indiquent que 4 jours après s'être fait ausculter par ces fameux médecins, à cause de son accident de travail, eh bien, on va proposer à Allen
viennent de lui injecter une substance radioactive. Texto, on va lui dire, monsieur, est-ce que vous acceptez de vous faire injecter du plutonium dans la jambe? Là, ils vont lui demander, ils vont lui dire à lui. Enfin, ils vont lui dire, mais vous allez voir que c'est plus compliqué. Il va accepter, faisant confiance à la science et à la médecine de son pays. God bless America et tout le bordel. Mais que nenni, parce que sa jambe, quelques mois plus tard, elle va être coupée et on va la donner aux scientifiques, qui lui ont injecté du plutonium. Et ils vont l'étudier. En fait, ils ont fait ça pour étudier, voir ce que ça faisait sur sa jambe. Ensuite, en 73, très bizarrement, il est invité all-inclusive VIP, tout frais compris, la bouffe, l'hôtel, machin, avec sa femme aux frais de l'hôpital de Rochester, dans l'état de New York, pour passer soi-disant des vacances. Donc lui, il pense passer des vacances tout frais payées avec sa femme. C'est génial. Il a pas beaucoup de thunes en plus, donc il est content. Mais en fait, les médecins qui lui avaient injecté le plutonium dans la jambe sont tellement hallucinés qu'il ait survécu aussi longtemps qu'ils veulent l'étudier pour comprendre justement pourquoi il a survécu. Vous imaginez l'horreur du truc. Il mourra finalement en 1991, juste 2 ans avant que la vérité éclate. Par la suite, sa fille, elle va protester et enquêter sur cette histoire qui a tué son père. Les médecins, ils vont dire à sa fille qu'il avait donné son accord pour se faire injecter du plutonium, puisqu'il lui avait demandé. Mais sa fille, elle répondra que c'est pas possible, il connaît même pas le mot plutonium. Elle dira même texto, excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour mon père, mais il n'a jamais eu assez d'instructions pour être même capable de prononcer le mot plutonium. Ça en dit long. Des centaines d'histoires de cobayes humains sous plutonium ont pu être révélées grâce à une journaliste d'un journal quotidien, Albuquerque Tribune, au Nouveau-Mexique. Wellsom, la journaliste en question, va trouver un rapport qui parle de ses expériences. Par cette histoire, on voit qu'il y a des choses qui se sont produites, qui sont complètement méconnues du grand public, mais qui sont cachés, mais connus par contre par les politiciens, les gens qui dirigent. C'est le genre d'histoire qui peuvent faire naître des complots, en fait, c'est ça qui est incroyable. Sauf que là, tout est vrai. La question légitime qu'on peut se poser, évidemment, c'est si cette histoire existe, c'est-à-dire des gens qui se sont fait injecter du plutonium juste pour voir ce que ça fait, que tout ça a été caché durant des dizaines d'années au grand public, mais c'était très bien connu par les politiques, quelles autres sordides histoires il peut encore exister et qui sont méconnues?